Comme ça, nous pouvons avoir une réflexion sur ce que nous devons faire pour combler les lacunes qui existent. Nous savons que la couverture, c'est beaucoup plus que des simples chiffres. C'est une question de santé, c'est la capacité de nos programmes à arriver dans les communautés et surtout notre capacité à protéger les personnes, à prévenir les maladies, les flambées, les complications, des décès évitables. Et c'est précisément pour cette raison que l'analyse de ces données doit se traduire par de l'action. Nous devons continuer à renforcer de manière systématique les stratégies dont on sait qu'elles fonctionnent. Il faut par exemple développer la microplanification, il faut renforcer la surveillance épidémiologique et de laboratoire, il faut mieux utiliser l'information, par exemple en continuant à utiliser les informations des registres nominaux électroniques. Je suis certain que l'échange de ce jour et que les expériences des pays avec les contributions de nos collègues vont nous aider à cet égard. Et encore une fois, je souhaite remercier tout le monde de sa présence, tout particulièrement ceux qui ont préparé des exposés pour nous. Je vous souhaite une excellente séance. Et sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet. Merci. Merci beaucoup, Dr Razzouri. Je vous rappelle que notre réunion dispose de services d'interprétation simultanés en français, anglais, portugais et espagnol. Quand c'est l'espagnol qui est parlé dans la salle, vous pouvez cliquer sur votre petite map monde et sélectionner la langue que vous souhaitez entendre. Comme le disait le docteur Razzouri, je remercie de leur présence l'ensemble de nos partenaires, notamment l'UNICEF et bien sûr l'Organisation mondiale de la santé qui est avec nous. Je vous laisse désormais la parole pour que vous nous parliez des résultats des estimations de couverture vaccinale pour 2025. Chers collègues, à vous. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Je vais m'arrêter un instant pour laisser aux participants la possibilité de sélectionner un canal d'interprétation. Je m'appelle Laure Dumollard. Je travaille à l'Organisation mondiale de la santé, comme l'évoquait Martha, et avec mon collègue Johan Nedelec, je vais vous donner un point d'information sur les estimations de couverture immunitaire nationale de l'OMS ou UNIC. Ensuite, nous entendrons notre collègue Paul Bloom qui va vous donner un point d'information sur les estimations de VPH. Pour commencer, on va vous parler des processus et des méthodes très rapidement. Comme ça, on peut entrer directement dans les résultats de 2025 qui, je l'imagine, suscitent votre intérêt. Le 15 juillet, comme chaque année, l'OMS et l'UNICEF ont publié un résumé des progrès et des difficultés en vue de parvenir à une couverture immunitaire universelle. Un groupe de travail OMS-UNICEF se réunit partout pour produire ces estimations qui servent à la publication de ces résumés. Le VNIC est produit sur la base de règles dont l'objectif est d'effectuer une triangulation de données concernant 15 doses de vaccins
pour un groupe d'une seule année pour les immunisations de routine, pas de dose de rattrapage donc. Cela concerne tous les membres de l'OMS plus la Palestine, qui est un pays UNICEF. Avant la publication de ces informations, de ces estimations, le groupe de travail effectue des consultations pays. Tous les États membres donc ont eu l'occasion de fournir leur retour sur les projets d'estimation avant leur publication le 15 juillet. Le 15 juillet de cette année, par exemple, nous avons publié non seulement les données 2025, mais nous avons aussi effectuer une révision de l'ensemble de la série temporelle. Comme ça, s'il y a des données des années précédentes qui deviennent disponibles, elles font partie désormais du VUENIC. Et donc cette année, nous avons produit des estimations avec des dynamiques qui vont de 1980 à 2025, car chaque année va de 1980 à l'année précédente, à part pour certains nouveaux vaccins, pour lesquels les estimations commencent plus tard, car c'est évident, ce sont des nouveaux vaccins. J'ai parlé de cet exercice de triangulation des données fondée sur des règles, et il y a une méthodologie qui a été développée de manière progressive sur les 26 dernières années avec le début de cet exercice, une méthodologie qui a été examiné plusieurs fois par des organes de conseil près l'UNICEF et l'OMS indépendants comme Quiver ou IVORAC. Donc j'ai évoqué que c'est un système fondé sur des règles, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec le groupe de travail VUENIC? On regarde les données fournies par les pays dans le cadre de l'EGRF et on recoupe ces données avec les enquêtes nationales auprès des ménages qui proviennent du même pays, et on ajoute aussi des informations contextuelles. La plupart du temps, ça vient du GRF. Ensuite, on applique les règles, sauf si une raison pousse le groupe de travail à pondérer les règles en raison de certaines informations sous-jacentes. Par exemple, des informations contextuelles, il a fallu faire ça beaucoup pendant la pandémie. C'est comme ça qu'on génère des estimations du VUENIC. Vous avez un PDF publié sur Internet pour qu'on puisse accéder à ces informations sur les règles et sur les décisions du groupe. On voit que ce modèle a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que les estimations sont effectuées à l'aide de vos données de l'EGRF, et à vos données, on ajoute des informations contextuelles programmatiques que vous nous fournissez également à travers l'EGRF. Et un autre atout de ces estimations, c'est qu'on a des notes de fiabilité qui indiquent notre degré de confiance vis-à-vis des estimations que nous produisons. Ce n'est pas un jugement des données du pays, ça porte vraiment sur les estimations que nous produisons. Il y a toutefois aussi des limites. Ces limites, par définition, d'abord, c'est que ce sont des estimations qui pourraient être affectées par la qualité des données sous-jacentes, c'est-à-dire les données de l'EGRF. Autre limite, il n'y a pas d'estimation quantitative de l'incertitude. Le VUENIC ne vient pas avec des intervalles de confiance en raison de sa méthodologie. Autre point qui n'apparaît pas ici mais que je me dois de souligner, c'est qu'ici, je vois aussi des participants d'États membres non OMS, et il n'y a pas d'estimation VUENIC pour les États qui ne font pas partie de l'OMS et de l'UNICEF. Autre limite, pour les dernières années, les estimations se fondent sur moins de données que celles des années précédentes. Nous pensons que les estimations précédentes étaient plus solides
que With pour this, celles des I'm dernières gonna années. give the floor to my colleague Sur ce, je vais Johan, laisser la parole à because mon he's gonna collègue deep dive on what Johan, you want, meaning the results of this year qui va se pencher exercise. sur ce qui vous intéresse, c'est-à-dire les résultats de Thank you, l'exercice de Laure. cette année. Yes, I'm going Merci to present Laure. to you the 2025 Effectivement, VNIC je vais vous results. présenter les résultats du VNIC So, 2025. firstly, let's start with DTP, diphtheria tetanus pertussis Commençons par vaccine. So DTP, this slide is at le global vaccin level, not only the region of the diphtérie Americas, tétanos but I will coqueluche. focus on the Americas Je just vais me after. concentrer sur les Amériques dans un On instant. this graph, the line Mais in sur the ce chart shows graphique, the coverage of la DTP ligne montre la from couverture 2000 du to DTP 2025. In de 2000 à 2025. En 2019, la couverture mondiale était de 91% pour le DTP1 et 86% pour le DTP3. On a vu une chute pendant la pandémie avant une reprise progressive, avec toutefois un plateau sur les 4 dernières années. L'amélioration est très lente. Et ici, la barre montre le nombre d'enfants sans aucune dose en bleu, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas reçu le vaccin DTP1. La barre grise, elle, c'est le nombre d'enfants sous-vaccinés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu la 3e dose. Globalement, le nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés baisse de 2000 au début de la pandémie. Ensuite, vous voyez une hausse du nombre d'enfants sous-vaccinés ou 0 dose pendant la pandémie, avec une reprise post-pandémie et un déclin en cours ces 3 dernières années. Toutefois, nous ne sommes pas encore revenus au niveau de référence de 2019. On était à 12,8 millions d'enfants 0 dose en 2019. En 2025, on est encore à 13,5. C'est mieux que 2024 où on était à 14,2. Donc oui, il y a des progrès, mais il y a encore du travail à faire. Ici, vous voyez la même slide, mais qui se concentre sur la région des Amériques. En 2025, la couverture pour DTP1 était de 92% et 86% pour DTP3. C'est une amélioration par rapport à 2019. On était à 89 et 84 respectivement. Parmi les 13 millions d'enfants 0 dose, 1% sont dans les Amériques, avec une baisse considérable par rapport à 2019, on était à 1,8. Et vous voyez aussi qu'au début des années 2000, le nombre d'enfants 0 dose dans les Amériques, c'était entre 300 et 500 000 uniquement. Ici, vous voyez des données ventilées par région de l'OMS. À gauche, vous voyez la couverture DTP au fil du temps. À droite, ce sont les mêmes données, mais en différence de pourcentage par rapport au niveau de référence de 2019. Et en bas, vous voyez le nombre d'enfants non vaccinés au DTP3 par région de l'OMS. La région des Amériques figure en orange. Donc la couverture dans les Amériques régresse. On était au-dessus de 90% entre 2000 et 2015. Entre 2017 et la fin de la pandémie, il y a eu une baisse. Mais depuis la fin de la pandémie, on assiste à un rebond. Car des grands pays comme le Mexique et le Brésil ont fait beaucoup d'efforts. Et donc on est passé au-dessus du niveau de référence de 2019 qui était de 86%. Jusqu'à présent, je vous montrais les données régionales. Maintenant, je vais vous montrer les données nationales. Voici la couverture pour l'ensemble des pays de la région des Amériques. En vert, le point vert correspond à la couverture du DTP3 en 2025. En orange pour le scénario de référence et ensuite en 2010 en gris, et puis la barre en gris correspond aux minima et aux maxima atteints
pendant la période de 2019 à 2025. Chaque pays est donc classé en fonction du scénario suivant, déclin des pays pour lesquels la couverture de 2025 est le point le plus bas de la période 2019-2025. C'est le cas uniquement pour le Honduras, le Guatemala et la Bolivie, avec une récupération partielle pour les pays pour lesquels la couverture de 2025 demeure inférieure à 2019, mais ce n'est pas le scénario le plus faible pour la période 2019-2025. Renforcement pour les pays pour lesquels la couverture de 2025 est supérieure à 2019. Ces pays ont récupéré par rapport à la pandémie, au niveau pré-pandémie, et les niveaux stables élevés, ce sont tous les pays dont la couverture des TP3 est de 90% ou plus depuis 2019 au moins. Dans la plupart des pays des Amériques, vous voyez que la plupart des pays sont revenus au niveau pré-pandémie, mais dans un grand nombre d'entre eux, on peut voir que le niveau de 2025, pour 2025, le niveau de couverture demeure inférieur à 2010. Sur cette carte thermique, les estimations pour tous les groupes d'antigènes pour la région des Amériques. Dans certains cas, les estimations sont dérivées de 2025. D'autres ont été produits plus tard, comme dans le cas du HPV, HIV et avec un déclin entre 2021 et 2025. En 2015, la couverture était de 90% pour 6 antigènes sur 14. Ce n'est le cas que de 2 antigènes sur 15 en 2025. L'augmentation de ces antigènes a augmenté puisque la couverture dépasse les niveaux de 2019. Regardons, si vous le voulez bien, la représentation pour 2025. Ici, nous voulions faire la différence entre les enfants vaccinés, entre deux catégories. L'écart introduit est celui des enfants non vaccinés parce qu'ils vivent dans des pays où le vaccin n'est pas disponible, et l'autre écart est celui dans lesquels les enfants vivent dans des pays où le vaccin n'est pas introduit. Sur ce diagramme, chaque histogramme représente la cohorte totale pour chaque antigène. Pour le CG, il s'agit du nombre de naissances vivantes pour les pays qui recommandent le CG. Le nombre de doses représente le nombre total de naissances vivantes, sauf pour le SV2, où la cohorte représente le nombre minimum d'enfants vaccinés à l'âge minimum. Pour la fièvre jaune, il inclut uniquement les cas des enfants dans des pays à risque de fièvre jaune. Vous pouvez voir la proportion d'enfants qui ont été vaccinés. En rouge, la proportion d'enfants non vaccinés à cause d'écarts d'introduction. Et en rouge, l'écart à cause des écarts d'introduction. Les plus sérieux sont au niveau de l'HPV, en particulier pour les enfants qui vivent dans des pays où le vaccin n'a pas été introduit. La grande majorité des enfants vivent dans des pays où il y a eu une introduction, mais cela veut dire que les programmes doivent améliorer leur performance. Voici l'ampleur de la protection, qui est un indicateur que nous utilisons pour évaluer l'ampleur de la protection, pour déterminer le degré de protection des enfants. Voilà, ici sur ces diagrammes, vous voyez le degré de protection à partir de 2000 dans la région des Amériques, où il était de 50% jusqu'à 83% en 2025, avec une augmentation à la suite d'améliorations avec l'introduction de nouveaux vaccins. Vous avez vu sur la diapositive précédente qu'il y avait peu de carences d'introduction qui restaient dans la région des Amériques. Aujourd'hui,
aujourd'hui, il faut simplement améliorer l'introduction au niveau de l'HPV, du ROTA, et du MCV2 et du PCVC. Si cela vous intéresse, nous avons beaucoup de ressources qui sont à votre disposition et les liens figurent sur la diapositive à l'écran, y compris les données pour les estimations pour l'HPV-C, pour les régions ou les niveaux nationaux avec des outils interactifs, des profils pays qui sont à votre disposition et qui peuvent être utilisés. Je vais maintenant céder la parole à Paul qui va vous présenter la couverture plus précisément concentrée sur le vaccin HPV. Merci, Johan. Laissez-moi à mon tour essayer de partager mon écran. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Paul Blum, je suis responsable des vaccins HPV. Nous allons continuer avec les estimations sur ces vaccins. Comme mes collègues l'ont dit, j'aimerais parler tout d'abord de la méthodologie, en particulier le fait que le HPV, je tiens à vous le préciser, n'a qu'un historique très bref, surtout en matière de collecte de données, donc la qualité n'est pas la même que dans le cas du WENIC, mais il y a beaucoup de similarités et des spécificités qui sont liées à l'HPV. Un des éléments sur lesquels nous devons nous concentrer, et nous travaillons dessus pour l'intégration de la couverture vaccinale au niveau de la méthodologie et de l'application. On vous a expliqué comment fonctionnait le WENIC ici, le type d'informations que nous utilisons, les informations de contexte, les sondages, les règles du jeu, les données de couverture, les règles. Et pour le HPV, c'est essentiellement la même chose. Nous utilisons les mêmes 3 séries d'informations avec des groupes séparés qui élaborent des règles qui ressemblent beaucoup aux règles de WENIC, mais qui pour le moment ont un nom légèrement différent. Le travail étant fait de concert avec l'UNICEF. Donc ce sont les estimations OMS-UNICEF HPV. Une des différences, c'est que nous avons commencé notre travail en nous fondant sur les données administratives qui ont été signalées parce qu'on disposait de très peu de résultats de données. Je montre une flèche qui va vers le haut parce qu'il y a de plus en plus de données qui sont collectées avec des données plus fiables, des données plus nombreuses. Pour les informations de contexte, nous comprenons ce que font les données au niveau de leur collecte au niveau des ménages, comment elles sont utilisées, quelles sont les implications au niveau des estimations. Une autre question est que nous avons 2 catégories essentielles d'indicateurs. Tout d'abord, les indicateurs des performances de court terme qui concerne l'année calendaire, quelles sont les performances du programme en termes de couverture. Ensuite, il y a l'élément de la couverture à l'âge de 15 ans, la proportion de jeunes âgés de 15 ans, qu'il s'agisse de garçons ou de filles, qui ont reçu un vaccin contre le HPV entre l'âge de 9 et 14 ans à tout moment durant les années précédentes. Et ce, afin de déterminer quelle est la couverture obtenue à l'âge de 15 ans. Nous verrons quelques exemples de ces résultats. Par exemple, aujourd'hui, je vais tirer beaucoup d'exemples du Mexique. Vous voyez des extraits des résultats du programme national. Voici ce qui se passe pour la couverture programmatique pour les femmes au fil du temps. Et dans ce pays, vous pouvez voir qu'il y a eu un moment difficile
qui a commencé avec un problème d'approvisionnement en 2019, exacerbé par la clôture des établissements scolaires, les perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau de la vaccination, donc contre le HPV. Et puis les indicateurs de plus long terme qui révèlent ce que vous voyez maintenant. Vous pouvez voir que les filles sont vaccinées essentiellement entre l'âge de 9 et 11 ans. L'on voit que celles qui n'ont pas reçu de vaccin entre 2020 et 2021 ont arrivé à 15 ans en 2015. On devrait voir quelque chose de négatif à partir de cette date et en fait, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, on a reçu du Mexique des résultats concernant des fillettes plus âgées pendant cette période. Donc, la couverture à l'âge de 15 ans et le niveau de protection des fillettes de l'âge de 15 ans au Mexique est resté très élevé. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous utilisons ces deux indicateurs et les informations qu'ils nous fournissent. Une autre différence capitale, c'est la manière dont nous calculons la couverture. L'une des questions, c'est qu'au lieu de nous occuper d'un seul type de cohorte, comme nous l'avons fait dans le cas du WENIC, de la cohorte de 0 à 12 ans, nous avons regardé ici les fillettes qui pouvaient avoir 10, 11, 12, 14 ans. Nous avons donc des méthodes différentes de mesurer. Le défaut est généralement l'utilisation du numérateur direct et du dénominateur direct, par exemple pour les fillettes âgées de 10 ans, mais souvent nous travaillons avec des cohortes d'âge multiples, ce qui fait qu'il faut souvent utiliser un système d'analyse MAC, c'est-à-dire que nous utilisons plusieurs cohortes dans le dénominateur et les numérateurs sont aussi utilisés en se fondant sur plusieurs cohortes. Ce qui se passe également, c'est que le MAC étendu se fait sur plusieurs années et les années suivantes, on continue à vacciner des groupes d'âge plus étendus, ce qu'il faut continuer à ajuster le dénominateur pour les doses aux mêmes cohortes au cours des années précédentes. C'est donc une correction que l'on observe dans certains pays de la région. Le Brésil en est un exemple où l'on finit par choisir toutes les filles ou tous les garçons aussi qui peuvent continuer à être éligibles sur une période un peu plus longue, 9 à 13 ans par exemple, auquel cas nous avons une méthode différente de calculer la couverture. Et l'une des manières de procéder consiste à utiliser au dénominateur la cohorte la plus jeune, ce qui s'est révélé la meilleure manière de calculer le degré de couverture par la vaccination dans un nombre croissant de pays où on signale des données cumulées par cohorte, la couverture à l'âge X, par exemple la couverture à l'âge de 12 ans dans un pays, signale les doses pour un groupe, par exemple des 10, 11 et 12 ans. C'est la même chose lorsque l'on utilise les données qui figurent au niveau des registres. C'est le cas, par exemple, dans le cas de l'âge de 12 ans, on regarde en fait ce qui se passe pendant les 2 années précédentes, 10, 11 et 12 ans. Voilà donc une légère différence que nous avons pour les vaccins pour les enfants. Nous n'avons pas forcément la même méthode dans chaque pays. Je voulais aussi que nous nous concentrions sur les points de données au niveau des sondages. C'est peut-être ce que vous avez l'habitude de voir au niveau des profils pour vos pays de certains vaccins. Vous savez qu'il faut quelquefois ajuster les estimations de couverture. Ici, je vous montre ce qui se passe lorsque nous avons des données de coopération d'une série de sondages au Mexique.
ce qui nous a amené un ajustement de la même manière que dans le cas des indicateurs de l'enfance pour le programme WINIX. C'est ce que nous allons faire de plus en plus à l'avenir, alors que nous aurons de plus en plus de points de données qui seront soumis donc dans des pays comme le Canada, le Mexique, les États-Unis, ou pour lesquels nous avons des données, donc l'essentiel des pays d'Amérique du Nord. Ces points de données sont utilisés et de plus en plus dans d'autres pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, nous avons ces points de données. Que se passe-t-il pour ce qui est des résultats pour 2025 en ce qui concerne la couverture mondiale de l'HPV? Après quelques années, des progrès énergiques ont été enregistrés. Ces dernières années, un peu moins. Au niveau de la première dose chez les femmes, nous sommes passés de 41 à 43, donc une légère augmentation, une augmentation un peu plus marquée au niveau de la couverture de la dernière dose, qui est à 31% maintenant. La dernière dose de la couverture de HPV chez les filles par rapport aux garçons, il y a une convergence plus importante. C'est l'adoption résolue d'un système de vaccination à dose unique. Le calcul étant effectué de la manière suivante, chaque pays qui donne des données portant sur une seule dose donne un résultat qui est classé dans la catégorie HPV 1. Et à ce moment-là, ceux qui sont dans des doses multiples sont classés dans la catégorie HPV-C, ce qui fait que l'on a des données qui sont de plus en plus convergentes. À l'échelle mondiale, la couverture au niveau des garçons demeure inférieure. Lorsque nous examinons les données par pays, je n'ai pas encore pu réaliser une analyse pour les pays de la région des Amériques. Nous pouvons voir au niveau que la répartition au niveau des années précédentes, il y a encore des pays à haut niveau de performance et d'autres à moindre niveau de performance. On voit les lignes pour 2025 par rapport à lignes en violet où la moyenne pour 2019 Covid était très différente. Nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore revenus au niveau pré-Covid dans les pays à faible revenu, comme nous le voyons en dessous dans la plupart des pays à revenus faibles et revenus intermédiaires. La plupart de ces pays ont des résultats légèrement supérieurs. Donc, il y a un grand nombre de pays comme Cuba et le Brésil qui obtiennent de bons résultats. Ils sont dans la fourchette de 80% et plus, alors que dans d'autres pays, notamment ceux des Caraïbes, tels que le Suriname, la Grenade et d'autres, le niveau de couverture reste très faible et nous n'avons pas relevé de changements majeurs au cours des dernières années. Comme nous le voyons, la plupart des pays ont continué et nous pouvons voir que dans la plupart des pays, on est passé à une vaccination des deux sexes et 2 pays seulement ont lancé une nouvelle tendance qui est positive pour la région. Nous pouvons voir qu'au plan régional, il y a des tendances très positives pour la région des Amériques par rapport au reste du monde, surtout lorsque l'on regarde ce qui se passe dans le reste du monde. Par ailleurs, Yann vous a déjà montré ce diagramme avec des couleurs légèrement différentes. Nous voyons que les 5%
en rouge qui ont des écarts d'introduction représentent les filles qui vivent dans des pays qui n'ont pas encore lancé l'HPV. Il s'agit du Venezuela notamment. Et cette introduction est très importante. Dans d'autres régions, la zone en gris est une indication où le HPV a été introduit mais n'est pas accessible. Donc, comme je l'ai précisé, donc ce n'est pas une question d'abandon. En gris, ce sont ceux qui ont reçu une dose. Donc, pour ceux qui ont reçu le vaccin HPV, c'est une dose et c'est exacerbé par la couverture faible dans un grand nombre de pays. Dans ces pays, 25% ou plus des filles n'ont tout simplement pas accès au vaccin et nous ne pouvons pas obtenir de meilleurs résultats. Enfin, je dirais qu'il y a des produits qui indiquent déjà qui sont déjà indiqués sur ce tableau de bord. Vous pouvez trouver la plupart des informations pour le HPV que pour le WENIC. Avec les données des différentes séries de données. Je tiens à vous remercier. Je vais redonner la parole à Martha. Merci à tous. Merci, chers collègues de l'OMS. Merci de ces exposés très intéressants. À ce stade, nous avons un petit moment pour les questions et réponses. Si vous avez des questions, le moment est venu de les poser. Vous pouvez les écrire dans la fenêtre de chat. Ensuite, nous vous enverrons l'enregistrement des échanges et nous vous transmettrons les présentations également le reste de la semaine. Il semble qu'il n'y ait pas de questions. Nous allons donc continuer. Je vous remercie tous de votre participation. Il n'y a pas d'observation dans le chat. Il y a une question qui est, d'après vous, quels sont les principaux défis dans la région? Souhaitez-vous que nous interprétions? Non, ce n'est pas nécessaire. Nous avons compris. L'interprétation est là. Je peux peut-être essayer de répondre. Paul va continuer. Je ne sais pas si nos collègues vont continuer ou peut-être devrions-nous vous donner la parole parce que c'est quelque chose qui est géré par les deux agences. Je vois que vous êtes là, je vais vous donner la parole donc. Excusez-moi, avant de vous donner la parole pour cette réponse, nous souhaitons vous accueillir chaleureusement, Dr Eduardo Celades de l'UNICEF. Continuez, Eduardo, si vous voulez bien. Merci, Martha. Je vais parler espagnol si cela ne gêne personne, puisqu'il y a des services d'interprétation. J'aimerais tout d'abord remercier l'OPS et tous ceux qui sont ici aujourd'hui, plus de 300 personnes pour cette réunion importante. Pour ce qui est du WENIC, j'aimerais dire qu'il y a un grand nombre de questions très importantes et très intéressantes. Comment pouvons-nous améliorer la situation? Nous avons besoin de faire preuve d'un optimisme prudent. Nous avons vu comment on pouvait passer d'1,4 million. Nous avons vu comment on pouvait améliorer les choses. Nous avons des inquiétudes. Nous avons des enfants qui n'ont pas été vaccinés contre la rougeole avec des résultats assez durs pour ces derniers mois et les inégalités
qui existent entre les pays, mais aussi au sein des pays. Pour ce qui est des questions, j'aimerais, si vous le permettez, mettre l'accent sur la couverture de DTP3 qui est arrivé à 83% pour la première fois, mais pas au niveau de la poursuite. Nous arrivons à près d'un demi-million d'enfants qui ont eu certaines doses, mais pas le total des doses nécessaires. Nous avons des défis au niveau des interventions. Nous avons un défi au niveau de la qualité, de la résilience, des interventions de santé, car nous continuons à perdre des enfants entre la première et la troisième dose. Comment arriver à ces doses qui permettraient d'éviter ces flambées épidémiques? Comment pouvoir agir en 2015, il y a 10 ans, 6 des 14 vaccins, nous avons pu réussir à augmenter la couverture, mais pas suffisamment. Et nous ne sommes pas revenus au niveau pré-Covid. Pour moi, la compréhension a bien expliqué que le grand défi est qu'il y a une région que nous pouvons améliorer la situation. Nous avons des engagements du gouvernement, nous avons l'UNICEF, nous avons l'OPS, nous avons des défis qui sont l'inégalité pour finaliser la mise en place des régimes, surmonter les écarts qui existent. J'aimerais donc remercier Martha, Marcella, tous les autres qui ont lancé cette discussion qui me paraît particulièrement importante et particulièrement opportune. Merci, Eduardo. Merci infiniment. Nous allons entendre une autre présentation. Donc, chers collègues, ce que je suggère que nous fassions maintenant, c'est que nous plongions dans la situation de la région. La prochaine présentation va continuer à vous fournir davantage d'informations pour alimenter ce débat très intéressant d'aujourd'hui. Ceci dit, permettez-moi d'offrir la parole tout de suite à Marcella. Merci, Martha. Je remercie les intervenants de leur présentation qui est très complémentaire. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Elle n'est pas en mode présentation, Marcella, si vous pouvez m'aider pour ce faire. Ahora ya no la vemos. Sí. ¿Ahora? ¿Ahora? Ça y est, vous voyez? Ahora sí. Perfecto. Ya. Gracias. Bueno, yo les voy a presentar las coberturas de Je vais vacunación de vous la región de présenter las Américas, la couverture pero vaccinale basada, dans la région des solo Amériques en datos en se fondant uniquement administrativos y oficiales que reportan los países. sur les données officielles des pays. Contrairement au WENIC qui utilise différentes sources, ici nous allons présenter uniquement des données officielles transmises par les pays concernant leur couverture vaccinale pour 2025. Et comme je le disais, ce sont des données officielles de 34 États membres et 10 territoires et des enquêtes pour les États-Unis pour 2023-2025. Je remercie tous les pays du soutien qu'ils nous fournissent et des informations qu'ils nous transmettent à travers le fameux JRF de l'UNICEF
qui nous indique la situation de la vaccination dans les pays de la région. Et bien sûr, je vous invite à consulter notre tableau de bord officiel avec toutes les données. Voyons voir le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire la couverture vaccinale. Ici, nous voyons différents vaccins. On voit comment le vaccin BCG au niveau régional a fait l'objet d'une couverture de 90% en 2024, une couverture qui s'est maintenue au-dessus de 90%. Nous voyons ici une baisse dans la couverture des nouveau-nés dans les 24 heures. On est passé de 73 à 66%. Et là, effectivement, on voit une baisse considérable, avec une légère baisse aussi dans la couverture pour l'hépatite B, à l'aune de l'ensemble des doses administrées, à la fois aux 24 heures et dans la période de tolérance des différents pays, qui dépassent parfois les 24 heures. Dans certains pays, vous avez 3 jours, 5 jours, 7 jours. Donc il y a eu une légère amélioration par rapport à 2022-2023, mais avec une baisse d'1 point de pourcentage par rapport à l'année précédente. Là où, en revanche, les résultats ont été bons, ce n'est pas 95%, mais on avance vers là, c'est pour la première dose de DTP1. Où on était resté à 95% ces dernières années, et l'année dernière, on est passé à 93% de couverture pour la première dose DTP. Dans le cas de DTP3, on est aussi stable entre 87% et l'année dernière, on a augmenté d'1 point de pourcentage pour passer à 88%. ITP1 c'est très semblable à DTP1 puisque c'est administré au même âge. On est passé de 89 à 93%. Et la troisième dose de polio, là aussi une augmentation significative de 3 points de pourcentage. On est en train d'augmenter par rapport aux chiffres de 82-83, mais on reste loin du 90% ou encore du 95% qui est l'objectif régional. Avec l'IPV1, on est stable entre 90 et 95% et en 2025, on a eu une baisse d'1 point de pourcentage par rapport à 2024. Et il y a aussi un cumul de facteurs de susceptibilité chez les populations non vaccinées. Et ça se cumule par rapport aux années antérieures. Concernant la deuxième dose de rougeole, on a vu qu'on est passé de 80 à 85% pour la deuxième dose, ce qui est une amélioration donc par rapport aux années antérieures, 2009 à 2025, et même comme ça, c'est insuffisant. Il faut atteindre 95%, c'est notre objectif, et donc c'est une lacune considérable qu'il va nous falloir combler. Ici, c'est simplement pour voir de manière générale comment la couverture a évolué. En rouge, vous avez ce qui est en dessous de 80%, et en vert, ce qui approche des 100%, ou parfois même les atteignent. On voit que pour les vaccins en vert, on est passé de 90 à 94%, à moins de 90 à moins de 80 pour certaines années. Mais là, on est en train de rétablir le cap. On voit qu'on est passé du rouge à l'orange pour le BCG, donc on est au-dessus de 80%. Mais il n'y a pas un seul vaccin pour lequel on atteint le 95 ou le 100%.
Donc il faut continuer à aller de l'avant, continuer à améliorer la couverture jusqu'à ce que l'on atteigne cette couverture optimale que nous nous sommes fixés comme objectif en tant que région. Ici, vous voyez les dynamiques historiques des premières doses et troisième doses de DTP, comme l'évoquait Eduardo. Ces dernières années, il y a eu des améliorations, surtout depuis la pandémie. On nous a demandé comment la pandémie nous avait touchés, et bien sûr, nous avons été touchés dans la région, dans les pays de la région. On a vu une baisse en 2021, mais on a aussi vu les efforts entrepris par les pays pour rétablir leur couverture. Il n'en reste pas moins que nous ne sommes pas arrivés au niveau historique de la région, où on arrivait à 95%, voire au-dessus. Donc, on est en route pour rétablir le cap, mais ça reste une lacune à combler. Sur ce premier graphique, nous voyons la liste des pays présentant des différences dans la couverture de vaccination de DTP3 par rapport à 2024-2025, où vous voyez des pays comme la Bolivie qui ont augmenté leur couverture officielle, transmise dans le cadre du JRF, une augmentation par rapport à 2024, le Honduras, le Mexique, les Turcs et Caïques, l'Argentine et le Panama. On a vu donc des pays qui augmentent leur couverture par rapport à l'année précédente. Cela dit, il y a aussi des différences négatives en termes de couverture par rapport à 2024-2025 pour certains pays. Par exemple, Sainte-Lucie, le Suriname, les Bermudes, le Guatemala. La couleur de la barre indique la population. Et on voit qu'il y a des pays comme le Venezuela aussi qui ont connu une baisse importante de leur couverture par rapport aux années précédentes. Ici, nous voyons comment la couverture a évolué. 2025, c'est le point bleu, le bleu le plus clair, non, le moins clair, pardon, et le bleu le plus clair, c'est 2019, afin d'assurer la comparaison avec la période pré-pandémie. Certains pays, donc, améliorent leur couverture de 2019, par exemple le Guyana. Ça a baissé, mais c'est parce que la couverture était déjà très bien. Vous voyez El Salvador, qui a amélioré sa performance de 2019 et 2024. Mais vous avez d'autres pays aussi, par exemple le Suriname, dont la couverture pour 2025 est plus faible que celle de 2019 et 2024. Ici, nous voyons également un thème important qui a été évoqué, les taux de désertion, c'est-à-dire les pays où on commence un régime vaccinal, mais ce régime n'est pas achevé. Ici, vous avez 19 pays qui ont un taux de désertion de plus de 5%. C'est très important pour les programmes d'immunisation, puisque ce sont des populations qui ont accédé à la vaccination DTP1, mais qui n'ont pas suivi le régime jusqu'au bout. Nous voyons des pays comme les Bermudes, le Panama, les Bahamas, le Venezuela, le Brésil, qui présentent un taux de désertion relativement élevé par rapport donc aux gens qui ont eu, aux personnes qui ont eu accès à l'immunisation. Vous avez aussi des situations où les données sont négatives, c'est-à-dire qu'il y a plus de DTP3 signalés que de DTP1. Ça peut être un problème de qualité des données, ou
alors il faudrait comprendre ce qui se Para passe dans ces complementar el contextes-là. análisis de la tercera dosis de Pour DTP3, compléter en la l'analyse de la troisième línea dose de café DTP, vemos la dans cobertura cette ligne regional marron, on voit de la couverture inmunización régionale de DTP3, d'immunisation que en el de 2025 DTP3. fue En 88% a nivel 2025, regional. c'était Y 80% au niveau vemos, régional. dado que la cobertura regional se Et vu calcula que la con couverture promedio régionale ponderado est basado en la calculée población, ¿verdad? Vemos en colores par pondération aquellos de la países population, on que voit en couleur pertenecen les al primer pays quintil de qui mayor sont dans le premier población de la quintile región. Entonces, des de pays les plus alguna peuplés de la manera, estos région. países Et donc ces empujan la pays, vacunación on voit hacia qu'ils arriba o poussent hacia abajo, la dependiendo vaccination, de qui los poussent ces resultados chiffres que vers le tengan. haut ou vers le Entonces bas vemos acá, en por fonction de ejemplo, leurs résultats. Venezuela, On ¿verdad? voit le Que tuvo Venezuela, una cobertura bajita y que de alguna dont la manera couverture a été faible. arrastra la cobertura de vacunación Et donc le regional Venezuela hacia tire abajo, le pero taux también régional vemos vers le países bas. como Estados Unidos, como Et après, vous avez Perú, aussi des pays comme les que États-Unis ou comme le Pérou, tienen una vacunación, ¿verdad? Que va mejorando la cobertura de vacunación. qui tirent la Otro région aspecto vers le haut. importante acá mencionar que la mayoría Autre de point los important, países la está por majorité des sobre pays la cobertura regional, entonces eso sont también es au-dessus de importante la porque couverture todos los régionale, países ça a son contribuyen importance aussi, justamente a la cobertura puisque regional. tous les pays apportent leur contribution à Entendiendo la esos couverture análisis, acá régionale. podemos ver cómo se comporta la Donc avec ces SRP1 y analyses, SRP2, on la voit comment SRP1 en SRP1 azul, et SRP2 SRP2 en fonctionnent, naranjo, y también vemos cómo el en bleu, efecto SRP2 de en la orange, pandemia, et on ¿verdad? voit Fue les effets de la bajando pandémie las coberturas y los países avec une cómo baisse de la han ido couverture, haciendo el esfuerzo para et certains aumentar pays las qui coberturas de se sont vacunas. efforcés d'augmenter leur couverture Lo mismo vaccinale. acá, vemos cómo países como Bolivia, Honduras, Ici, on voit aussi México, comment las des pays islas comme la Bolivie, le británicas, Honduras, Antigua y le Barbuda, Mexique, les îles han Vierges ido britanniques, incrementando su cobertura de la Barbude, SRP1 con respecto le al año Belize, qui ont 2024, augmenté leur pero couverture par rapport à también vemos 2021, unas caídas mais aussi importantes en des las baisses coberturas de importantes de vacunación couverture que afectan la vacunación regional, qui se ¿verdad? répercutent sur la En la région primera dosis de SRP1. pour ce qui est de la première dose de Lo mismo con SRP1. la tasa de deserción Même chose y con pour la le taux de tasa de deserción. désertion. Aquí sí tenemos esta tarea pendiente entre Là, la effectivement, SRP1 y SRP2, On a du donde pain sur la vemos que hay planche entre altas SRP1 et tasas de SRP2 avec un taux de désertion ¿verdad? élevé. El espectro, ¿verdad?, de coberturas que tenemos de deserción es mucho más alto, viendo Le Argentina con un spectre de 34% désertion est très élevé de avec niños l'Argentine qui que présente accedieron a la primera dosis 34%. de SRP1, pero que no Il y a han completado 34% su esquema d'enfants con la qui segunda ont dosis. fait leur première dose, Panamá, mais pas la Bahamas, deuxième. Venezuela, Même chose pour le Haití. Panama, les Bahamas, Entonces, le importante Venezuela et justamente Haïti. dar ese sentido de seguimiento a los esquemas de On vacunación peut y, effectuer le y suivi llegar a de la reducir esas vaccination tasas de deserción de la SRP1 y SRP2. et donc réduire le taux Lo de mismo désertion. vemos acá con las coberturas regionales de la SRP1 y vemos cómo estos países o la dispersión que tenemos en las coberturas de vacunación de los países. Et donc on voit la dispersion aussi du taux de vaccination entre les pays Más fuerte, cómo et les pays dont la population pèse mejorar la plus. cobertura. Por ejemplo, acá vemos el caso de Brasil, cómo On voit que eleva le un poco la Brésil cobertura de vacunación améliore la regional, y couverture au también niveau como hay régional, algunos países que van empujándola hacia abajo. mais d'autres pays qui tirent les chiffres de la région vers le bas. Quisimos hacer este análisis también para Nous avons voulu hepatitis faire B cette recién analyse aussi pour nacido, l'hépatite B vemos ahí chez que hay les un nouveau-nés, tema del reporte de la información. Hay puisqu'il y a países que tienen aussi sistemas de une question información que de pueden transmission de reportar l'information. Certains coberturas de pays ont des systèmes vacunación de d'information, hepatitis B recién ils sont en nacida a las mesure de 24 horas transmettre y otros que no. Entonces, este es un primer informations punto et importante. d'autres Y moins. vemos acá que C'est la un point cobertura de important. vacunación bajó de un 73% Et on a vu a une un baisse de 73 à 66% con la de cette dispersión que couverture, tenemos en los países. avec si des vemos la écarts cobertura considérables para entre les pays. Et todas si on las regarde la dosis couverture administradas, pour l'ensemble des podemos doses ver que administrées, mejora, la cobertura de vacunación y on voit une es amélioration de la importante couverture justamente vaccinale. ver que la Et il est mayoría de important los de países voir sí está por sobre que la la majorité des cobertura pays regional, sont au-dessus de y la hay algunos couverture países que, régionale. por ejemplo, en este caso México, que Dans tiene le un cas peso présent, le bastante Mexique importante en la región, que pèse tiene beaucoup la sur la cobertura région. más bajita de hepatitis. Et le Mexique a la plus Algunos faible otros couverture en matière indicadores, como d'hépatite se B. mencionó, en la D'autres región indicateurs hemos ido bajando
Dans la région, on voit une baisse du nombre d'enfants sans aucune dose. On est près d'1 million, près de 900 000 enfants. Mais bon, c'est quand même 900 000 enfants qui ne sont pas du tout vaccinés contre le DTP. Il faut absolument accéder à ces enfants pour clore le régime vaccinal et éviter que ces populations se retrouvent à risque. Si on regarde les personnes sous-vaccinées, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas été vaccinés du tout ou qui ont entamé un régime mais ne l'ont pas terminé, on voit aussi une baisse par rapport à 2021. Avec toujours 1 600 000 enfants qui n'ont pas terminé leur régime vaccinal ou ne sont pas vaccinés du tout. Un autre thème très important, c'est le caractère simultané entre les régimes de vaccins qui sont administrés au même âge. El niño va y se le administra vacuna a la misma edad y vemos que en este caso, por ejemplo, et dans ce cas, par exemple, on voit qu'il y a plus d'enfants qui ont été vaccinés contre le DTP et moins contre la polio alors que c'est au même âge. Donc il faut sensibiliser les parents, les travailleurs de la santé sur la simultanéité des vaccins, c'est un point très important. Et un autre thème qui a sa pertinence, ce sont les données de rattrapage. Avec les doses de rattrapage, nous savons qu'il continue à y avoir de l'administration, il continue d'y avoir des administrations de doses par les travailleurs de la santé, et si on ajoute les doses administrées à titre tardif ou les doses de rattrapage, on voit une amélioration dans le cas des Bermudes ou du Panama, où on dépasse même les 95% pour DTP1, et on voit ça aussi pour la troisième dose de DTP, avec le Paraguay et le Venezuela, la façon dont la couverture initiale est complétée à l'aide des mesures de mise à jour, de rattrapage. Mais l'opportunité de la vaccination est un point très important. Et il faut donc saisir cette occasion. En ce qui concerne la couverture infranationale, dans le cas du DTP1, on voit le pourcentage de communes en fonction du degré de couverture et le pourcentage objectif de la population qui vit dans ces municipalités. En 2025, 44% des communes avaient une couverture de moins de 90% et 53% de la population objective de DTP1 vivent dans ces communes-là. Même chose pour SRP1, vous avez 37% des communes qui présentent une couverture de moins de 90% et 51% de la population qui vit dans ces communes. C'est très important donc de voir ce qui se passe dans nos territoires. Certaines considérations générales qui sont importantes, c'est qu'il faut atteindre une couverture vaccinale élevée et homogène, il faut un engagement politique et une gouvernance pour que les programmes d'immunisation restent dotés de moyens, y compris les différents secteurs, les différents partenaires. Il faut renforcer la planification des programmes à travers des outils comme les plans multiannuels, les plans opérationnels, la micro-planification intégrée aux soins primaires et identifier, vacciner et assurer le suivi des enfants sans dose, avec également ceux qui ont suivi des régimes vaccinaux incomplets ou qui sont sous-vaccinés. Il faut améliorer la qualité d'utilisation et la disponibilité des données, il faut lutter contre la désinformation et renforcer la confiance envers les vaccins, il faut assurer la durabilité financière pour la vaccination et enfin il faut renforcer les processus de prise de décision grâce aux équipes d'UNITAG.
Nous allons laisser un certain nombre de ressources à la disposition de l'OPS afin qu'il soit possible de les examiner, que vous puissiez les examiner avec plus de sérénité, que vous puissiez voir ce qu'il en est dans le contexte de la vaccination, que vous puissiez les appliquer dans le cadre des études et autres. Je crois que j'ai utilisé tout le temps qui m'avait été accordé. Je vous invite donc à regarder tous les tableaux de bord que nous avons préparés et que vous puissiez voir comment y avoir accès avec aisance et que cela vous serve. Je vous remercie, Marcela, qu'il me soit permis tout de suite de passer à la présentation de Madame Ana Catarina du Brésil. Ana Catarina, vous êtes là? Parfaite. Nous vous écoutons et vous avez la parole. Tout d'abord, qu'il me soit permis, au nom du Brésil, de vous remercier de cette invitation à vous faire cette présentation des stratégies sur lesquelles le Brésil a travaillé. Je vais maintenant vous faire part de mon exposé. C'est vous qui assurez le partage de la présentation? Est-ce que vous pouvez la mettre en mode présentation, s'il vous plaît? Nous ne le voyons pas en mode de présentation. A ver, volvamos a intentar. Je vais réessayer. Si vous le souhaitez, je peux, moi, faire la présentation. ¿Están Sí, visualizando? Marce, por favor, ponela voz, Ya, porque ahí no me está. está tomando a mí. Perfecto. Gracias. Ahí la vemos ya en pantalla Voilà, completa. je crois que c'est bon maintenant. Vamos a ver. Nous le voyons maintenant en mode de présentation. Je vous remercie. Então, o Brasil, o contexto brasileiro para monitorar a vacinação. Comme je le disais, le contexte brésilien assure un suivi de la vaccination dans un pays à l'échelle continentale. Nous avons un système de santé unique, plus de 5571 municipalités dans 27 États, plus de 40 000 centres de vaccination et nous fournissons des systèmes d'information de manière très diversifiée. La vaccination se fait à différents niveaux et nous avons besoin de systèmes d'information qui correspondent et travaillent de concert afin que les stratégies et l'amélioration de la couverture se fassent sentir. Et c'est un défi considérable. Cela a toujours été le cas au Brésil pour pouvoir assurer la gestion dans un pays où il y a une telle quantité de doses chaque année. L'évolution dans le pays, le programme qui a été créé, je vous le rappelle, en 73, fait l'objet d'un texte de loi qui a été mis en œuvre. Nous avons un programme de vaccination national avec une expansion, non pas simplement de l'expansion du nombre de personnes vaccinées, mais de l'inclusion du nombre de vaccins et des différents vaccins, ce qui a permis de renforcer les efforts au niveau local. Et troisièmement, l'amélioration de la protection vaccinale. Il y a eu ensuite une décentralisation pour le renforcement des interventions sur l'ensemble du territoire avec une articulation entre l'Union, les États et les municipalités.
avec une évaluation et une évolution de 2 systèmes de vaccination qui permettent de donner des registres qui sont nominaux et qui sont intégrés. Jusqu'à 2021, nous avons fait un travail très complet qui était fondé sur le nombre de doses. Ceci est fondé sur le nombre d'informations, un registre avec le nom de la personne dans le contexte de système de données au niveau national et sur les territoires. Nous avons un système d'information pour le ministre de la Santé qui est intégré à notre propre système et des données qui sont enregistrées au niveau des entités privées travaillant avec des registres électroniques et une intégration dans tous ces dossiers électroniques, donc une meilleure traçabilité, de meilleures informations et une meilleure prise de décision de nos jours. La qualité des données s'est améliorée, de l'enregistrement à la qualité des données au niveau final. Lorsque nous enregistrons les données, nous nous apercevons que la qualité des données est extrêmement importante, qu'il s'agisse de son enregistrement, de sa valeur, de sa qualité. Il y a intégration des systèmes de données et la consistance de la qualité des intégrations, ce qui permet une utilisation des données au plan de leur utilisation pour la prise de décision sur les données confirmées, qualifiées, ce qui permet l'application des meilleures stratégies possibles. Il ne s'agit pas d'une approche isolée, mais d'une concentration qui permet de travailler avec en numérateur le type de dose, c'est-à-dire une dose complète dans le système de vaccination et au niveau du numérateur et du dénominateur, la valeur correspondante. Nous travaillons à un niveau de micro-planification pour transformer l'information en axe territorial avec une implantation et une structure, une expansion, et puis avec une organisation du territoire initial. Nous avons commencé en 1973, en 1923, 1924, nous avons continué l'expansion des stratégies et la qualification de ces axes. En 2025, la suivi des applications au niveau territoriaux, l'ajustement de la prise de décision. En 2026, une consolidation de l'ancrage au niveau des municipalités et au niveau de la soutenabilité de l'effet de reproduction de ces données sur la base des réalités que nous rencontrons sur le terrain. En 2024 et 2025, nous avons une intervention au niveau fédéral, mais aussi au niveau des municipalités. Et puis avec l'arrivée sur au niveau territorial du ministère de la Santé et des municipalités qui a accru l'efficacité. Et nous pensons en particulier aux services qui nous donnent de meilleurs résultats. En 2026, nous avons commencé à travailler avec des municipalités stratégiques. Nous avons commencé en 2025 avec une consolidation de la méthode sur 2026, en commençant par travailler avec ces municipalités. Et un grand défi, bien sûr, a été de parvenir à la soutenabilité du projet au niveau de la micro-planification pour un effet de démultiplication. Donc aujourd'hui au Brésil, nous travaillons sur cette microplanification en 2026 avec une concentration stratégique au niveau des systèmes de vaccination. Nous avons besoin dans notre pays de travailler en fonction des besoins des municipalités en n'oubliant pas la complexité de ces systèmes et de ce que nous avons sur le terrain. Nous avons pu identifier les opportunités qui permettent d'utiliser les données
Nous avons besoin de créer une stratification de deux municipalités, une couverture pentavalente inférieure à 80% et les municipalités de l'ordre de plus de 189 habitants pour nous a permis d'améliorer le nombre de personnes couverture. Les municipalités nous ont prévenus, bien entendu, pour que nous prenions en considération les risques, notamment de réintroduction de la rougeole, puis les possibilités de standardisation, de normalisation des données. Nous avons au Brésil plus de 5570 municipalités. Nous avons mis en place une stratification épidémiologique. Nous avons identifié 45 municipalités prioritaires avec le plus grand potentiel d'impact pour la récupération des données. Et bien entendu, dans un premier cas, nous avons dû évaluer la qualité des données et des indicateurs, ce qui nous a permis, au niveau de ces 45 municipalités, 19 se concentraient sur la question de l'accès. Il fallait donc organiser l'accès. Les municipalités avaient des registres pour enregistrer les doses administrées. Et dans 17 municipalités, nous avons eu des difficultés avec les systèmes. Nous nous sommes donc concentrés sur l'amélioration de la qualité des systèmes d'enregistrement. Aujourd'hui, nous avons besoin de faciliter le travail des bureaux d'enregistrement pour qu'ils puissent procéder à la supervision et au contrôle et bénéficier d'une formation et d'un système de suivi et d'accompagnement afin de déterminer quelles sont les solutions pour ces municipalités. Au niveau de la micro-planification, comme je l'ai dit, sur les 45 municipalités qui ont participé, voici celle où nous avons travaillé sur la surveillance et les 30 municipalités qui ont travaillé avec ces bureaux pendant un semestre où les travaux ont été présentés, les mesures qui ont été prises afin d'améliorer la couverture nationale. Voici la couverture générale au niveau du pays. Il y a eu une amélioration au niveau de la couverture dans la plupart des zones de la région. Nous avons une amélioration au niveau de la première dose pour le DTP, le MMR qui a un taux élevé, alors que nous avions un taux peu élevé en 2022 de 50% et nous voyons une augmentation de 35% de ce vaccin pour le chiffre. Mais nous avons remarqué aussi qu'il y avait une augmentation là où nous n'avions qu'un niveau de 50%. Plusieurs des vaccins ont enregistré des améliorations. Les plus faibles améliorations étaient dans les cas où il y avait carence d'approvisionnement. Quelquefois, le vaccin avait déjà amélioré sa couverture. Le chiffre est moins élevé, mais nous avons déjà un ajustement au niveau des vaccins réalisés. Au niveau de la varicelle, vous le voyez au niveau des chiffres, voici la situation générale de couverture dans le pays, une amélioration de la couverture et la couverture devrait continuer à croître. Il s'agit des résultats obtenus au Brésil, c'est là-dessus que nous nous sommes concentrés. Nous voulons toujours maintenir ce niveau de couverture en allant de l'avant. Nous voulons arriver à 70% pour le HPV. Dans le cas de la vaccination infantile, nous sommes déjà à 74%.
Nous avions 65, nous sommes maintenant à 67, donc il faut nous assurer que dans chaque cas, nous allons arriver à la couverture idéale afin de nous assurer que la population touchée soit couverte. Voici la situation générale de la couverture de ce pays. Nous avons des chiffres de l'année 2022 à l'année 2026. Ce sont des chiffres qui continuent à être ajustés. On le voit pour 2024. Les chiffres que nous avons enregistrés lorsque l'on regarde 2022, 2024 et 2025, il y a un progrès au niveau des municipalités où il y avait notamment des couvertures de moins de 25%. Ces chiffres vont peut-être changer, passer à une couverture de plus de 80, mais il y a eu des progrès particulièrement impressionnants par rapport à ce que nous avons besoin de maintenir dans la région, dans la zone de l'Amazone, un endroit où nous avons eu bien des difficultés, non seulement au niveau de la vaccination, mais pour l'enregistrement au fil du temps et les travaux que nous effectuons au niveau, avec le ministère de la Santé. Voici pour les autres vaccins, le vaccin pneumococcal, le vaccin contre la polio. Au Brésil, nous avons quelquefois un nombre maximum absolu de 0 doses, des progrès importants au niveau des enfants à 0 dose, une réduction du nombre de ces enfants pour le Brésil. Nous sommes arrivés à des chiffres beaucoup moins élevés qui concernent les indications de difficulté d'accès aux services de vaccination. Nous voyons ici que des travaux ont été accomplis en termes de micro-planification et de mobilisation. En ce qui concerne les connaissances, pour le travail réalisé au Brésil, nous voyons qu'il y a des connaissances établies au niveau du Brésil. Nous aurons une cohorte d'enfants de moins de 25 ans, puis les adolescents, en partant du principe qu'à l'avenir, dans tous les cas, nous allons suivre le cycle de vie en suivant le calendrier de vaccination. Et ici, la série que nous avons sur YouTube sur la micro-planification, nous espérons organiser des cours de formation en ligne pour ceux qui n'ont pas accès à toutes les facilités. Tout ceci se fonde sur la micro-planification. Nous avons plusieurs documents déjà publiés, certains au niveau international, certains au niveau national. L'évolution de la méthodologie élaborée au Brésil porte ses fruits. Nous la modification chaque année sur la base des moyens au niveau du territoire. Le grand défi consiste à avoir davantage d'indicateurs de suivant, une qualification des données d'intégration, l'utilisation des informations dans l'ensemble du territoire, les inégalités pour la gestion, le besoin de qualification et de formation au niveau urbain, l'adaptation à notre réalité, les communications, les perceptions de risque et de confiance, une communication adéquate selon ce qui est nécessaire. Nous continuerons le travail et ce que nous voulons. Il faut comprendre que nous n'en sommes qu'aux premières étapes. C'est un exemple de ces défis difficiles. Au niveau des défis que nous avons, auxquels nous avons dû faire face, il faut que les connaissances reflètent la réalité d'un pays de concert avec le suivi avec des données précises, priorité aux données. Il faut avoir des registres qualifiés, adapter les niveaux de réponse, les porter au niveau
généraux et adapter les réponses aux réalités de terrain. Il faut une stratégie pour la vaccination qui a besoin d'actions intégrées, le recouvrement des données, la coordination entre les différents niveaux de gestion, que ce soit national jusqu'au niveau local. Il faut maintenir la soutenabilité, assurer la coordination des 3 niveaux de suivi de la santé au Brésil, et nous avons besoin d'examiner les services de routine, puis nous examinerons les données dans les programmes d'un programme qui a 53 ans d'âge et qui a comme grand défi de répondre aux besoins de la population, et nous travaillons aujourd'hui avec les priorités des municipalités, décrites comme des municipalités qui sont des points d'ancrage. Nous avons besoin de travailler sur les systèmes de référence afin de fournir tous les systèmes nécessaires qui seront identifiés grâce à des informations bien identifiées pour identifier les causes principales, les actions territoriales. Il faut des stratégies fondées sur les besoins, les organisations et les actes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr Anna Catarina, d'avoir partagé l'expérience d'un immense pays. Vous avez évoqué une grande partie des stratégies qu'il faut prendre en considération pour mettre en œuvre la couverture. Merci beaucoup. Très rapidement, j'aimerais passer au docteur Luis Coussira, qui va nous présenter l'expérience du Paraguay quant au système d'information et l'utilisation d'outils pour agir. À vous, et vous pouvez mettre ça en mode présentation. Voilà. Bonjour à toutes les délégations de la région des Amériques. C'est un honneur pour le Paraguay de partager notre expérience lors de ce scénario virtuel, lors de ce séminaire virtuel sur la couverture vaccinale pour l'année 2025. Comme ce graphique le montre, on a vu ça avec les exposés précédents. Pour 2021-2022, notre couverture vaccinale a connu une chute grave. Si vous regardez par exemple SPR1, en 2022, on est passé à 54% et 53% pour SRP2. C'est une situation alarmante qui exigeait une réponse immédiate. Et grâce à nos efforts conjoints et à un processus de modernisation de nos stratégies, nous sommes arrivés à une stratégie soutenue de modernisation. Et en 2025, nous étions à 97% pour BCG, 95% pour la première dose de polio et de DTP. SRP1, on est arrivé à 93%. Mais comme nous l'avons entendu, ce n'est pas suffisant de mesurer la simple couverture. Il faut aussi penser à la continuité et donc aussi au taux de désertion. Et c'est là qu'on voit les différences de comportement dans notre pays ces dernières années concernant le DTP. On a réussi à réduire ce taux de désertion en 2024
el 2025 para lo que sería la primera Et dosis pour de 2025, vacuna, on est revenu à 6%. las dos dosis entre SPR1 y SPR2. Esa deserción incluso llegó a un 31% en el 2023, On en est el arrivé à 2024, 30, on était arrivé 23% à y el 31% en 2024, 2025 on a cerramos réduit ça con 6%. à Entonces, esto es gracias a que implementamos 23%, una puis estrategia 6%. nominal activa de seguimiento. Hemos explotado los datos que hoy tenemos en el registro de vacunación electrónica para que cada Et nivel, donc on a exploité les données du local, registre pueda tener acceso a électronique. esa información y Comme pueda ça, dar au niveau seguimiento a local, los on peut avoir niños accès à que han ces ingresado a este informations. sistema. Bueno, aquí podemos ver que para cerrar estas brechas de deserción y oportunidad, Paraguay no solamente se limitó a digitalizar el papel. Yo creo que todos los Et países hemos avanzado en alguna, Vous voyez donc que de tous les alguna, de pays alguna ont forma, de alguna avancé medida en lo que es los registros nominales de vacunación. Nosotros dans la estructuramos 4 vaccination. iniciativas Nous avons conectadas structuré 4 que initiatives operan connectées como un engranaje único. qui sont un Primero engrenage consolidamos unique. el registro nominal D'abord, nous avons para la trazabilidad consolidé individual. En segundo punto, le desarrollamos registre una nominal. analítica Ensuite, operativa que responde a las necesidades locales del vacunador. on En tercer punto, répond aux besoins locaux habilitamos des el monitoreo vaccinateurs. de Ensuite, simultaneidad on permet para le justamente suivi de la buscando simultanéité eliminar estas oportunidades pour perdidas chercher à en el éliminer punto ces de atención, tendances en el punto de aux cada occasions uno de los manquées. vacunatorios. Y como cuarto punto, activamos Et quatrièmement, lo que llamamos RBE Comunica, una active estrategia de contactabilidad. ce que l'on appelle une stratégie de Buscamos contactabilité. directamente a los niños rezagados de forma, On cherche directement les nominal. enfants qui sont en retard et on essaie de les trouver. Bueno, esta infraestructura que hoy respalda los resultados que Paraguay viene Ces desarrollando lleva infrastructures 17 años de soutiennent evolución les institucional. résultats atteints par le Paraguay aujourd'hui. Ça fait En el 17 ans que 2005 c'est teníamos dans les un cartons. sistema En 2005, nous avions un que se système llamaba PayVisual, un sistema de qui escritorio s'appelait con PayViso. flujo de C'était un datos vía système correo de electrónico. bureau avec Ya en flux el de données 2011 dimos un électroniques. En salto a lo que 2011, son on est passé las plataformas web. En el à des 2018, plateformes web. En ya en 2018, colaboración con el Ministerio de Tecnología e en Información, collaboration avec le ministère de la desarrollamos lo que Technologie et de se l'Information, conoció on a como développé PayInfobac, y la pandemia Infovac, realmente aceleró el proceso. et Ya en le el Covid a 2021, con la accéléré implementación le de la processus libreta en electrónica de 2021 vacunación, avec le carnet électronique de finalmente la vaccination decisión qui a été tomada mis en en enero œuvre à ce del año moment-là. 2022, Et puis en donde janvier se oficializó 2022, el registro de il a vacunación été décidé electrónica como un d'officialiser único le registre sistema de de vaccination reporte électronique comme nacional. seul Y gracias a esta système national de transición, no rapport. solamente Et grâce à cette jurídica, transition también tecnológica, hoy juridique et podemos hablar de que el technologique, registro de aujourd'hui, vacunación electrónica es una realidad on peut dire que ce consolidada a registre nivel, électronique de la a vaccination nivel est une país. réalité El au niveau de sistema notre pays. nos otorga una trazabilidad Le système absoluta, permet total une de la traçabilité información. absolue et Estamos totale de hablando de que l'information. sabemos con precisión quién recibió Nous cada savons dosis, précisément de qui qué a lote reçu de quelle vacuna, dose, en de qué quel vacunatorio lot, del territorio, dans en quel centre de en qué fecha vaccination, se administró la dosis. à quelle date la Y dose este a été nivel de administrée. detalle abarca ya a más de Et 6 ce niveau de millones détail, il concerne donc déjà personas aquí plus en de nuestro 6 país que millions están de personnes dans notre nominalizadas en pays, nuestra base de datos, avec des données con más de nominales 35 dans notre base de millones de données, dosis plus acumuladas, de 35 millions de registradas doses accumulées históricamente por una red et nacional de centros vacunatorios enregistrées par un de más de réseau national de 1.500 centres de vacunatorios, vaccins sean estas del sector qui público, comporte plus de privado 1500 o la centres. seguridad Il social. s'agit du secteur public, du secteur privé ou de la sécurité Bueno, sociale. el registro de vacunación electrónica en Paraguay Le registre funciona électronique de como un vaccination au núcleo, Paraguay fonctionne comme de un un ecosistema que está noyau interconectado. d'un Tratamos de brindar écosystème información por un lado al interconnecté. ciudadano, Nous tentons de por fournir des otro lado mucha informations aux información para que citoyens, el vacunatorio pueda gestionarse, des informations información qui para la permettent aux toma de centres de decisiones, vaccination un punto de importante que es la se gérer, de gestión prendre des décisions del importantes biológico para nosotros. dans la Entonces, gestion biologique. cuando un niño hoy acude a un centro Et donc de aujourd'hui, salud, lorsqu'un a un enfant centro va dans un centre de vacunatorio, santé, el dans un vacunador centre de accede de vaccination, inmediato a su libreta electrónica. on a accès immédiat à son carnet de Al santé. registrar estas dosis en el sistema, On peut se inscrire ces actualiza de doses forma dans le inmediata système también el inventario de biológicos que tiene ese avec une vacunatorio. Hay actualisation un descuento immédiate, automático del avec stock également que le tiene volet biologique de asignado a ese ce vacunatorio, vaccin. de las dosis que tiene en su refrigerador.
Vous avez une liste des doses qui sont dans le réfrigérateur et ça alimente également en même temps nos matrices de décision au niveau national. Tout vient d'une source officielle de données, une source qui est fiable et qui existe en temps réel. Bueno, aquí una pregunta, ¿verdad? De cómo traducimos esta inmensa base de Ici, datos donc, comment est-ce qu'on est passé de cette immense base de données à des considérations opérationnelles importantes pour le vaccinateur? Chaque centre de vaccination a une matrice analytique de 4 rapports standards pour nous. Vous avez le rapport géographique où on voit où les personnes immunisées vivent. Ça permet d'appuyer la planification territoriale. Également le rapport d'occurrence, on voit la productivité et la performance de chaque établissement de santé. Un rapport de suivi qui calcule le taux de désertion, qui propose des alertes sur les occasions ratées dans les centres de vaccination. Et enfin, un rapport nominatif sur les enfants avec nom et nom de famille. Et vous voyez surtout le numéro de téléphone qui est un champ obligatoire dans notre registre de la vaccination. L'utilisateur doit donner son numéro de téléphone et ça permet un suivi nominatif et ponctuel des enfants qui présentent des régimes vaccinaux incomplets. Donc ce sont des informations qui nous permettent d'agir. Ici, ce qu'on voit, c'est un outil parmi les plus puissants à la disposition de notre registre électronique. C'est un suivi en temps réel de la simultanéité. Je vous ai présenté ça avec Junior Medina, un nom fictif. Il va à l'hôpital pour une visite de contrôle normale, ordinaire. On met son numéro de carte d'identité. On a l'option, on a aussi l'option de le chercher en fonction du nom, du numéro de carte d'identité de la maman. On recoupe toujours avec l'identité de la maman, puisque souvent vous avez un changement de nom, ou quand un bébé est né, il n'a pas encore de nom confirmé ou de numéro d'identité. Donc c'est beaucoup plus facile de le chercher dans le système pour poursuivre ce régime vaccinal. Et donc le personnel de santé voit tout de suite un signal visuel. Vous voyez en vert s'il est vacciné à l'hépatite B, vous avez un champ qui est vide s'il y a des vaccins qui manquent. Donc ça permet aux vaccinateurs de poursuivre ce régime et le personnel n'a plus besoin de rechercher des dossiers comme on le faisait avant, des fichiers papier. C'est un système qui est très intuitif et on fait en sorte que l'outil soit utile pour tous les vaccinateurs. Désormais, nous avons donc les données nominatives. Nous savons exactement à qui il manque des vaccins. C'est ce qu'on a fait pour la rougeole lorsqu'on a eu une flambée l'an passé. Le registre de vaccination présente des données nominales sur les enfants qui sont en retard et ça nous permet d'envoyer des messages personnalisés à l'aide de la plateforme WhatsApp Business. Nous avons un numéro de téléphone unique institutionnel qui permet l'automatisation de ces rappels aux parents. Donc on les informe que leur enfant, qui s'appelle XYZ, il manque un vaccin, donc il peut aller se faire vacciner à tel endroit ou à n'importe quel endroit qui convient aux parents. On a lancé ce système lorsqu'il y a eu cette poussée de rougeole et on a fait également lorsqu'il y a eu le HRV.
Estamos hablando de mensajes institucionales basados en esta nómina del registro de vacunación electrónica. Et donc vous voyez ce De los registre más de 26.000 nominatif, mensajes que hemos enviado, plus de estamos 26 000 viendo messages ont été que no todos envoyés, fueron entregados, porque no todos son et on voit qu'ils números válidos para ne sont pas WhatsApp. tous arrivés También es muy importante la à calidad de la destination, tous les información que se numéros ne levanta en sont los pas valables vacunatorios en sur cuanto WhatsApp, al número et donc c'est telefónico de los important de padres. recueillir des Sin informations de embargo, bonne qualité más sur de le numéro de téléphone des parents 19.000 dans les centres de mensajes vaccination. Toutefois, fueron plus de entregados de 19 forma 000 exitosa. messages ont réussi à Y lo être más importante para nosotros livrés. es que más de Et le 10.000 plus niños important pour nous, c'est que plus han de 10 vuelto 000 para enfants recibir su sont inmunización contra el revenus virus respiratorio sincicial. Entonces, pour revenir, pour estamos recevoir hablando leur de que uno de leur cada dos immunisation mensajes contre ce entregados virus. generó una respuesta de vacunación. Et donc Y 2 messages eso sur se 3 ont convirtió en un généré grupo protegido une en el vaccination, vacunatorio. ce qui Es permet algo que de queremos protéger les escalar enfants para à otras travers les vacunas vaccins. Et nous voulons trazadoras del programa regular. faire ça pour La d'autres experiencia vaccins. fue muy exitosa para nosotros Ça a été porque une vraie muchas veces réussite los pour padres nous, no parce es que que souvent, rechacen la vacuna, siempre ce n'est pas que les parents ne solamente veulent pas necesitan ese vacciner, recordatorio de qué vacuna c'est les qu'ils ont falta a su simplement hijo, besoin cuál es el d'un horario rappel, vacunatorio, quels sont les dónde puede enfants, quels sont les acudir. vaccins dont Nosotros l'enfant a generamos besoin, où est-ce qu'il peut aller. unas respuestas automáticas a través de un bot de Gemini, Et on porque peut même, teníamos et on utilise même des mucha réponses automatiques à interacción de travers los un bot padres. de Entonces, Gemini, para mejorar parce que esa les experiencia tuvimos que parents répondaient desarrollar este beaucoup. bot Pour améliorer para que l'expérience, il a fallu justamente développer cada un bot mensaje sea respondido en el menor pour tiempo que chaque posible message fasse y l'objet d'une así réponse aussi generar un rapide que vínculo de possible confianza, un vínculo de et fidelización créer un lien de le confiance, llamamos de nosotros fidélisation, comme on le del dit, proceso de vacunación. vis-à-vis Entonces, du así como processus hacen las de grandes vaccination. empresas del sector privado C'est de exactement ce que cuidarle font les a grandes ese entreprises du usuario, a ese secteur privé. cliente. On veut Nosotros prendre pensamos soin que du en el client, de proceso de vacunación l'utilisateur, también tenemos que brindar ese et dans les mismo processus de cuidado vaccination, il a faut cada mamá, avoir ce a même cada degré niño para que de su prise en experiencia en un charge centro vacunatorio de sea la chaque más enfant pour que positiva son y expérience que pueda en centre de volver a buscar la vaccination dosis soit aussi siguiente. possible que, aussi positive que possible pour Bueno, qu'ensuite los l'enfant principales revienne. desafíos Les que como principaux país défis, queremos ser sumamente honestos en este punto. il faut Instalar faire preuve la de sincérité. tecnología quizás La o technologie, desarrollar el software le développement ha de de ser la parte logiciels, más ça fait fácil. partie Entonces, el des éléments les plus verdadero faciles. reto reside en la Le sostenibilidad vrai diaria, défi, la c'est calidad la de datos, durabilité au en quotidien, las la brechas qualité des territoriales que uno données, pueda tener en cuanto les a inégalités conectividad, en territoriales qui se cuanto présentent en matière de a los recursos y connectivité, capacidad de en matière de análisis, que ressources et sigue de siendo capacité heterogéneo al d'analyse. interior Ça reste de quelque chose cada d'hétérogène territorio, de cada país, de et cada de propre departamento, à de cada chaque municipio, territoire. y la contactabilidad. Entonces, Il faut aussi la capacité à entrer consultarle a en la mamá contact. en cada visita al vacunatorio À si chaque ese número visite, sigue il faut siendo demander à su maman número si elle a toujours le même telefónico, si numéro de hubo cambio téléphone de portable, residencia. Entonces, si elle a changé son puntos d'adresse. que hay que seguir trabajando Donc ce sont absolument des choses qu'il y faut donde el travailler. vacunador sienta realmente la utilidad de estas herramientas digitales que estamos desarrollando. Et c'est para là que que les el centres de empoderamiento vaccination sea ressentent realmente véritablement mucho mayor. l'utilité des outils numériques que nous développons. Bueno, en cuanto a las lecciones En ce qui aprendidas, concerne Paraguay les resume enseignements sus tirés, le aprendizajes Paraguay en résume son tres- apprentissage en en tres 3 lecciones points. fundamentales. Primero, nominalizar no basta. D'abord, Es il ne categórico. suffit pas de passer à un Acumular système nominatif. cientos, miles o millones de registros en un servidor no sirve de nada si no Ça ne se sert à generan rien d'avoir respuestas des automatizadas centaines de milliers de o lignes de listados données recuperación sur individual. un, En segundo punto, debemos cerrar el circuito, la detección sur en pantalla, la localización un serveur. geográfica, Non, la il faut contactabilidad por WhatsApp, terminer le circuit, la vacunación une gestion física locale, y contactée la par WhatsApp, il faut des verificación final en el vaccinations registro de physiques, il faut vacunación une de cada vérification país. nominale Debe au funcionar registre como nominal un de chaque pays, ça doit engranaje fonctionner. indisoluble. Y el tercer punto, la de gestionar Et puis, territorialmente. Los il faut une tableros de gestion análisis territoriale. son útiles Les planches únicamente d'analyse, c'est si utile el uniquement vacunador, si el si vacunatorio, si el le supervisor de ese vaccinateur, vacunatorio le centre de lo vaccination et sa transforma, direction en microplanes en font des microplans específicos justamente de barrio territorial para propres poder llegar à des a los quartiers. niños de su comunidad. Comme ça, on peut arriver vraiment jusqu'à ces Bueno, eso enfants es dans la todo. communauté où ils Muchísimas vivent. gracias Voilà por este tout. espacio Merci para comentar beaucoup de o compartir con cette ustedes la experiencia de possibilité Paraguay. et de m'avoir laissé partager l'expérience du Paraguay. Merci beaucoup, Patricia, merci beaucoup, docteur Ana Catarina, merci beaucoup, Luis Cucira, d'avoir présenté les expériences de vos deux pays. Algunas de las principales estrategias para mejorar las coberturas. Me encanta el tema de que tú mencionas, Luis, de decir, y que la doctora Ana Catarina también lo mostró claramente,
de digitalizar no es la respuesta. O sea, tener un registro nominal no es la respuesta. Es un registro nominal que se usa, que sirve para tomar acción y que le sirve al vacunador. Si le sirve al vacunador, nos va a servir a nosotros. Entonces, creo que ese mensaje que ustedes dos dan de manera tan contundente. Il faut nous assurer que ces systèmes d'information facilitent la prise de décision au niveau local dans un grand nombre des éléments dont vous avez fait mention, la question de la micro-planification. Nous avions des questions qui ont été posées dans le chat pour voir comment réduire le nombre de cas de rougeole ou tout ce qui pouvait être organisé. Tout ceci a été révélé, comment ça pouvait être fait grâce à la microplanification, comment on a pu améliorer les couvertures vaccinales. Je vous remercie des questions qui ont été posées dans le chat. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir poser d'autres questions étant donné que nous avons déjà dépassé le temps qui nous avait été imparti, mais n'hésitez pas à les placer dans la fenêtre de chat. Je vous assure que nous les transmettrons aux personnes idoines qui vous répondront. Toutes ces questions ont été très importantes et l'importance notamment d'assurer un suivi de l'amélioration des couvertures, d'avoir une facilitation de l'amélioration des couvertures, tout ceci au niveau de l'OMS est très important et nous restons à votre disposition sur toute question qui vous semble d'intérêt. Encore une fois, tous nos remerciements. Ce panel a été très enrichissant. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour continuer un échange à cause des horaires, mais je tenais à redonner la parole au docteur Rassouri, notre directeur adjoint, qui va clore le webinaire. Et merci à tous de votre participation. Nous avons 330 personnes qui sont restées connectées jusqu'à la fin. Je vous remercie donc infiniment. Merci, Martha. Vous m'avez pris les paroles de la bouche. C'est fabuleux de voir autant de personnes connectées. Cela montre bien l'importance des vaccinations pour cette région, l'importance de cette question pour cette région avec des circonstances, des défis différents qui sont restés jusqu'au bout. Vous avez fort bien résumé ce que nous avons fait aujourd'hui, comme l'a dit Eduardo. Il y a quelques minutes, il y a des succès, certes, il reste des défis considérables qui existent depuis longtemps. On n'a pas pu couvrir les questions, toutes les questions conjoncturelles, dont la flambée de rougeole qui se produit dans certains pays. Outre le travail de routine dans tous les programmes de vaccination, un grand nombre de pays ont besoin de consacrer des ressources et une attention considérable à tous ces problèmes. Ceci exige encore plus d'intensité de nos travaux. Il est tout aussi important de faire mention du fait qu'il s'agit de données au niveau national. Dans bien des cas, il cache la réalité de l'hétérogénéité dans les pays. C'est un des défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés. Nous devons avoir davantage d'informations au niveau national, mais aussi sur les petites poches difficiles. Nous ne savons pas toujours où ils se trouvent. Nous avons des groupes de population sous-immunisés, sous-vaccinés, et c'est là qu'il y a ces flambées de maladies, comme dans le cas de la coqueluche, comme dans le cas de la rougeole, etc. Je tiens à remercier nos orateurs d'aujourd'hui, nos collègues du Paraguay, du Brésil, qui ont fait des présentations très importantes pour ce
tourner vers l'avenir, l'importance des vaccins que nous avons, l'importance de nos travaux, l'importance des systèmes d'information, de leur utilisation, d'importance capitale pour que nous puissions agir. Et je vous remercie du fond du cœur de votre présence et d'avoir organisé ce webinaire. Nous resterons en contact, comme toujours, avec chacun de ces pays grâce au Fonds focal Martha. Une dernière chose que Katharina a mentionnée aujourd'hui, qui, je crois, reste importante. Le Fonds régional a 50 ans, 25 ans de travail dans la région des Amériques, donc nous avons de l'énergie pour continuer à accroître les efforts du programme avec tant d'efforts, tant de travail. Beaucoup de courage. Merci à tous de votre participation. À bientôt et bonne fin de journée à tous. Merci. Gracias. Taylor.